corrigerai pas ce qu'il faut. Et je commencerai par dire que Jacques Nérinck a raison. Si nous étions membres de l'Union européenne, il ne nous arriverait pas ce qui nous arrive, parce que ça ferait 20 ans qu'on y serait à peu près, et qu'il n'y aurait plus de secret bancaire. Et que s'il n'y avait plus de secret bancaire en Suisse, évidemment, il n'y aurait pas une guerre pour détruire le secret bancaire. Sur ce point, nous serons d'accord dans l'analyse. Il y a une guerre à Berne, en revanche, entre ceux qui disent qu'il y a une guerre et ceux qui disent qu'il n'y a pas de guerre. C'est au fond comme ça qu'on peut résumer la situation. Ceux qui disent qu'il y a une guerre se posent la question de ce soir, c'est-à-dire est-ce que le prix de la guerre va être plus élevé ou moins élevé que celui des capitulations. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de guerre ne peuvent pas se poser cette question, puisqu'ils ne peuvent qu'avoir peur du prix de la guerre, mais pas de celui de la capitulation, puisqu'ils ne pensent pas capituler, puisqu'il n'y a pas de guerre. Voilà, il faut qu'il y ait une guerre pour qu'il y ait une capitulation. Et en fait, tout le débat est là. Et généralement, les débats se font en 3 temps. Il y a la première réaction, celle que Jacques Nérinck a indiquée tout à l'heure. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans l'accord, mais tel qu'il est présenté, je ne peux pas l'accepter. Il faut toujours se méfier de la première réaction, parce que c'est la bonne. Il y a un instinct qui nous fait dire, instinctivement, avec le bon sens du paysan, que ça ne joue pas. Et puis ensuite, il faut évidemment pas s'arrêter à l'instinct et à la réaction et à l'émotion, il faut laisser place à l'analyse. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on se perd dans l'analyse. Alors l'analyse, c'est très bien lorsqu'on va jusqu'au bout de l'analyse, et 9 fois sur 10, quand on est tout au bout de l'analyse et qu'on a tout exploré avec tous les moyens nécessaires, on arrive à une conclusion rationnelle qui, généralement, corrobore l'instinct qu'on avait. Le problème, c'est que vous entendez vraiment de gens à Berne aujourd'hui qui ont un petit bout de l'analyse, qui sont perdus au milieu, et qui ont peur du prix de la guerre, et qui vous expliquent doctement, avec une sorte de choses qui en elles-mêmes ne sont pas fausses, même si le raisonnement final peut être absurde, ne sont pas fausses, sur le fait qu'au fond, probablement, entrer en guerre coûte cher et qu'il vaut mieux ne pas le faire. Et comme pratiquement personne, surtout pas les parlementaires qui sont pas des spécialistes de toutes ces matières, et pas forcément des gens qui ont appris à raisonner au-delà de 15 secondes, qui est le temps que vous avez la télévision pour assez l'éliminer, on reste au milieu du gué, on ne va pas jusqu'au bout, on ne dispose pas des moyens d'aller jusqu'au bout, on ne fait pas l'analyse et on s'arrête au point 2. On se dit, moi finalement, ne soyons pas émotionnels, soyons pragmatiques, et le pragmatisme nous dicte, c'est ce que le Conseil des États vient de faire, le pragmatisme nous dicte d'accepter cette loi, parce que sans doute, ma crainte me dit que si je ne l'accepte pas, le danger qui tombera sur moi sera peut-être pire, et que si je devais en répondre devant mes concitoyens, ça serait pas bien. Et c'est avec ça que la décision s'est prise aux États. C'est contre cette dérive intellectuelle et émotionnelle raccourcie qu'il faudra se battre au Conseil national. Ça sera un peu plus facile, parce que le Conseil national, c'est le pays réel. C'est une émanation à la proportionnelle des gens tels qu'ils sont. En gros, c'est l'élite de ces gens, enfin quand même, toutes les tendances y sont. Le Conseil des États, c'est un club de notables en raison du moyen de les élire, qui est le système majoritaire, qui fait que vous avez un poids énorme du parti de M. Nérinck, ce qui est un problème, pas le parti de M. Nérinck et M. Nérinck, mais le fait qu'il soit trop nombreux dans ce Sénat-là, et que cette chambre dite des cantons est au fond une chambre réservée au centre. Enfin, quel que soit le parti que vous avez, si vous voulez remporter un vote à la majoritaire, vous devez avoir des positions qui vous permettent de ratisser à gauche, qui vous permettent de ratisser à droite. Donc on a un club de notables très sympathique, mais évidemment ce ne sont pas des flics de guerre, ou forcément des gens qui sont en prise avec la température du patient qui est la Suisse aujourd'hui. Pour analyser la chose, est-ce que le prix de la capitulation est pire que le prix de la guerre? Il faut voir quelles sont au fond les choses que l'on peut perdre. L'analyse économique, personne n'est capable de la faire. Personne ne peut vous dire si le dogme consistant à penser qu'une inculpation aux États-Unis signifie la mort immédiate pour une banque. Personnellement, je ne pense pas que ce dogme tienne la route très longtemps. Les États-Unis ont intérêt à conduire des procès qui ne provoquent pas la mort, parce qu'un mort ne paye pas l'amende. C'est assez logique. Donc on préférera un procès qui laisse la personne qui doit payer dans un état de payer. Ça va relativement de soi. Les Américains sont des gens assez pragmatiques, on peut compter sur eux pour placer le curseur. Je crois qu'ils ne soient pas létals, ils ne sont pas non plus maso, et que M. Obama, qui a engagé plein de procureurs fédéraux à grands frais, et parmi certaines stars du barreau, tient à ce que la chose soit rentable. Il faut être tout à fait logique. Donc il s'agit d'un dogme dont il ne faut pas avoir peur, parce que les dogmes en général, il ne faut pas en avoir peur. Deuxièmement, si c'était létal pour une banque, est-ce que ce serait un risque systémique tel que la paralysie du pays serait si totale que la Suisse en mourrait à son tour?
Pas forcément. On peut tout à fait dire que l'UBS et le Crédit Suisse sont au fond des banques américaines qui ont le mauvais goût d'avoir leur siège en Suisse et que les mauvaises choses qui sont reprochées sont les reprochées aux banquiers américains qui sont à la tête de ces banques américaines, et qu'après tout, le reproche moral que la Suisse doit assumer pour les fautes américaines peut être pas tout à fait fondé. Et que par ailleurs, on peut aussi vivre sans ces mastodontes. C'est vrai, si la Coop et la Migros fermaient demain, les quartiers auraient du mal à approvisionner vos frigidaires. Je le conçois tout à fait. Donc c'est clair que de grandes banques qui cesseraient d'exister, si elles devaient cesser d'exister, poseraient un certain problème. Mais bon, on a envisagé la fin du BS à l'époque et on a pris quelques mesures en ce sens. Mon étude a coûté l'UBS à l'époque et au Berlin d'ailleurs. Je pense que nous survivrions et la plupart des Suisses sont avertis sur le fait qu'il y a un certain danger à avoir trop de sous dans les banques qui posent un risque systémique que le Parlement ne décidera pas forcément de sauver plusieurs fois. Ce qui est en revanche parfaitement évaluable en tant que prix d'une capitulation, c'est le suicide institutionnel. C'est-à-dire que ce qui est frappant, et ce que Jacques Lang disait tout à l'heure, et ce qu'elle suffisait à lui pour ne pas rentrer en matière, c'est qu'on est en train de demander au Parlement fédéral d'un pays supposément démocratique de faire le contraire de ce pourquoi il a été élu. Un Parlement, normalement, ça doit étudier les dossiers, tout comprendre, arriver à une décision raisonnée, prendre une décision à la majorité, reflétant l'avis du peuple, pour déboucher sur une loi dont on pense qu'elle va s'appliquer dans le pays. C'est le but d'une loi. Ici, on nous demande de suspendre les lois existantes pour qu'elles ne s'appliquent plus dans le pays pendant une année, sur la base d'une chose qu'on ne connaît pas, pour un motif purement émotionnel, et sachant que le peuple pense le contraire. Parce que s'il y a un hiatus, il y en a eu plusieurs au cours des 20 dernières années, depuis le vote sur les haies, entre les élites éclairées de ce pays et l'instinct populaire, qui se sont devenus de plus en plus discrépants depuis cette date. En gros, très longtemps, les initiatives ne passaient pas. Le peuple, en gros, ressentait les choses à peu près comme les élites, ou en tout cas les élites se faisaient comprendre du peuple pour ne pas accepter les initiatives populaires. Depuis 1992, depuis la question des haies, vous avez vu une accélération d'initiatives qui passent. Et qu'est-ce qu'une initiative qui passe? C'est un désaveu de l'élite par le peuple qui lui dit attention, je t'ai élu pour prendre un certain nombre de décisions, je reprends ma compétence de décision parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait de cette compétence que je t'ai donnée. Et s'il y a un sujet où précisément la première réaction populaire est totalement discrépante par rapport à la celle de l'élite, c'est bien celle-là. Je crois que la population suisse, de manière assez générale, a peut-être peur des Américains, sans doute. Bon, pendant la guerre froide, on avait le bon goût d'être du même côté du monde que les Américains. Ce qui était sympa, ils tapaient sur des gens, c'était pas sur nous, on les trouvait relativement contents comme partenaires. Dans une guerre froide fiscale, telle qu'elle a été lancée par l'administration Obama, à l'époque, quand Obama a été élu, tout le monde était heureux. Je me rappelle, à la radio, j'étais le seul à dire, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un noir à la présidence, on va enfin plus parler de racisme. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est démocrate. Et vous allez voir la place financière et le secret bancaire. Bon. Donc on a une administration qui considère au fond que, comme M. Bush aussi, hein, il y a eux et il y a le reste du monde. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et donc, nous sommes malheureusement dans le reste du monde et nous prenons les coups. Alors on trouve les Américains du coup beaucoup moins sympas qu'on les trouvait pendant la guerre froide, seulement parce qu'on prend les coups qu'on ne prenait pas avant. Mais si nous acceptons... juste une dernière chose. En 4 ans, vous avez la déclaration de M. Merz qui dit « Soyons compliant, reconnaissons que le droit suisse ne s'appliquera pas en Suisse, en ceci que la distinction suisse entre l'évasion et la fraude, nous y renonçons. » Ça paraissait raisonnable. Ça paraissait aller dans le sens de ce qu'on nous demandait, et ce qu'on nous demandait pouvait paraître raisonnable. Et c'était le péché mortel de tout ce qui a suivi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un État ou une démocratie ne se respecte plus elle-même et ne respecte plus sa propre souveraineté pour imposer qu'au minimum sur son territoire son droit s'applique, vous renoncez à être un État. Et si vous renoncez à être un État sur votre territoire, eh bien 4 ans après, vous avez la même question qui se repose, avec de nouveau le prix de la guerre était plus élevé que celui de la capitulation, mais comme M. Merz a dit, on lève le drapeau blanc pour avoir une liste grise, parce que sinon la liste sera noire. C'était ça, je dis, hein, le drapeau blanc pour la liste grise à la place de noir. Ça, la conséquence, c'est qu'on a eu la liste noire, les Français viennent 12 mm avec le Vanuatu et 3 autres îles, et que le drapeau blanc est toujours levé, et qu'on nous demande maintenant simplement de renoncer à la seule matière première qui fut
abondante et renouvelable dans notre pays, qui s'appelle le respect du droit. Un tout petit État comme le nôtre, avec zéro matière première, a un seul truc qui peut éventuellement lui sauver la mise pour être autre chose qu'un confetti dans une marée, c'est que l'on respecte le droit. Et nous avions trouvé le moyen d'être des gens qui se mettent systématiquement à l'abri du droit. On a été créé par le traité de Vienne, institué dans un rôle par les traités. Nous avons donc pour réflexe naturel de dire donnez-moi un traité que je m'abrite derrière. Ça va me protéger. Et ça nous a protégés très longtemps dans un monde régi par le droit, effectivement. À l'époque des canonnières, si vous arrivez, c'est le hérisson qui traverse la route et qui a le réflexe de se mettre en boule. Le Suisse, il a le réflexe de dire quelle est la loi à laquelle je peux obéir. Montrez-la moi, j'y obéis et le danger partira. Bon. Le problème, c'est qu'on nous dit précisément les lois auxquelles vous devez obéir, c'est les rapports de force. Et by the way, votre loi, vous l'écartez pendant un an, le temps qu'on puisse dealer, parce qu'il faut maintenant que vos banquiers qui sont attaqués, une douzaine, une quinzaine, qu'on passe de ce petit groupe-là de gens qui sera très fastidieux d'arriver à mettre contre le mur, à aller chercher les infos, etc. On vous propose autre chose. D'ailleurs, le problème, c'est que l'initiative est venue des banquiers eux-mêmes, qui disent, écoutez, on est 12, 14, est-ce que vous préféreriez pas, au fond, qu'on soit tous et qu'on vous facilite la vie, et qu'on balance tous ensemble, et puis que vous nous fassiez un prix de gros. Parce que comme ça, au lieu de vivre dans l'angoisse avec des frais d'avocats qui vont nous ruiner plus certainement que l'amende que vous allez nous infliger, on va régler la chose relativement rapidement, et surtout, on se la jouera fable de la fontaine, les animaux malades de la peste, où chacun vient se confesser, et celui qui a dévoré tous les moutons passe finalement avec un jugement de ses pairs beaucoup moins sévère que celui qui a lapé la langue, l'herbe du voisin sur l'épaisseur d'une langue, on criera haro sur le baudet. Alors on ne sait pas si on criera haro sur le baudet, ça a été dit à infrarouge que les moins coupables auront les plus grandes sanctions. Ça fait aussi partie des fantasmes et des idées non vérifiées. Mais ça fait partie des instincts qu'on peut avoir lorsque ça sent ce que ça sent. En d'autres termes, on a le choix entre évaluer le risque économique de sanctions. On verra bien ce qu'elles nous coûtent, elles nous coûteront évidemment quelque chose, c'est évident. Ou bien on peut se dire, parce que nous avons peur d'éventuelles sanctions qui nous coûteront de l'argent, nous préférons renoncer à ce que nous sommes. C'est-à-dire nous préférons renoncer au droit comme élément consubstantiel de la Suisse. Nous renonçons à être. Alors, si vous devez faire le choix entre l'être et l'avoir, je préférerais, quant à moi, l'être, et j'espère que le Parlement aura cette saine réaction. Je vous remercie.